Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Edenred? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Edenred, ici, c'est une compagnie qu'on a déjà eu à analyser sur cette chaîne-ci. Vous savez que sur la première analyse, on avait un tout petit peu de réticence par rapport au free cash flow de cette compagnie-ci. Et je vais revenir par rapport à ces free cash flow-là. Actuellement, également, on a appris que Edenred allait rentrer dans le CAC 40, etc. Donc, sans doute, elle allait être rachetée massivement ici par les fonds ici qui doivent être investis dans le CAC 40 ou des choses comme ça. Ok, c'est bien pour elle, d'accord? Ça veut juste dire qu'on aura plus de liquidité que ça, d'accord? Donc peut-être un tout petit peu de volatilité, mais après, c'est pas une thèse d'investissement parce qu'on rentre dans le CAC 40 que voilà, on devrait forcément l'acheter. Et la compagnie qui quitte le CAC 40, qui s'appelle Vivendi, est une excellente entreprise. Attention, donc faites attention, enfin, excellente entreprise, c'est une bonne entreprise, ok? Donc notamment ici, pour ceux qui ont acheté du Vivendi avant la séparation ici avec UMG, ils ne se plaignent pas. En tout cas, je pense qu'ils ne sont pas très dessus non plus. Ok? Donc, ce n'est pas parce que Edenred est meilleur que Vivendi. Donc, faites très attention par rapport à ça. Ok? Donc, maintenant, il faudrait aller voir quels sont les critères d'entrée dans le CAC 40, tout ce genre de choses-là. Ok? So, pour Edenred, ok? Donc, Edenred ici, on va déjà regarder les rapports financiers de cette compagnie. Enfin, quand je dis les rapports financiers, on va les survoler rapidement ici. Donc, déjà, vous savez que quand vous regardez un rapport financier ici, quand vous essayez de le lire, il faut répondre à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, à quoi ça tend ici à court terme, quel est l'état d'endettement. Enfin, on peut se dire également aussi quel est l'état d'endettement et en dernier, à quoi ça tend ici à court terme. Ici, pour 2023, le management ici planche une croissance ici de l'EBITDA de 12% avec un taux de conversion EBITDA en free cash flow de supérieur à 70%. Et vous remarquez ici qu'on parle de free cash flow. J'aime bien quand on parle de free cash flow ici, mais comme je l'avais mentionné tantôt ici, les free cash flow de cette compagnie ici m'intriguent un tout petit peu parce que j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'ils sont plus élevés que les net income. Vous savez que net income égale au moins à free cash flow. Ok? Quand free cash flow est moins élevé que net income, posez les bonnes questions. Quand free cash flow est plus élevé que net income, posez également les bonnes questions. Ok? Donc, ici, en termes de croissance des revenus, croissance opérationnelle par zone géographique ici, il n'y a rien à dire, tout est correct, tout est beau. Mais comme je l'ai toujours dit ici, il faut regarder pourquoi est-ce que c'est plus 23%. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont cette forte croissance s'inscrit dans la continuité de la performance enregistrée au quatrième trimestre 2022 et reflète en particulier la dynamique commerciale de l'offre ticket restaurant qui continue à séduire de nombreux nouveaux clients, notamment dans le segment PME. Donc, c'est-à-dire que les volumes augmentent de plus en plus. Donc, il faut vérifier si est-ce que c'est un effet volume, est-ce que c'est un effet prix, d'accord? Donc, c'est important d'aller regarder ça. C'était pour le survol rapide ici du communiqué de presse ici. Attention, c'est le communiqué de presse, ok? Donc, c'est important à lire. Derrière, il y a le conference call parce que tous ces éléments-là doivent être pris ensemble, ok? Faut pas lire le communiqué de presse sans lire le conference call ici, ok? C'est important parce qu'il y a des questions que les analystes posent qui sont peut-être importantes en date d'aujourd'hui, ok? Quand on regarde Edenred dans l'ensemble du point de vue financier ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici une croissance du chiffre d'affaires. On aime ça. Comme je l'ai toujours dit, la croissance du chiffre d'affaires, c'est bien, mais est-ce que cette croissance du chiffre d'affaires-là est due aux acquisitions ou bien c'est de manière organique? Ici, on voit que c'est un mix des deux. La grosse acquisition, on a fait une grosse acquisition ici, je pense, aux alentours de 2020. Attention, il faut également vérifier si on n'a pas une petite acquisition en cours présentement. Mais voilà, on a à peu près la plus grosse acquisition ici de cette compagnie, en tout cas selon cette historique-ci, c'est 2020. Vous voyez que c'était en pleine pandémie et peut-être cette acquisition-ci donne lieu à ce genre de variation. C'est bien de faire des acquisitions, n'est-ce pas? Mais le plus important maintenant, c'est de maintenir également les marges. Donc, la marge brute ici, quand on va regarder exactement, grosse margin ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a fait une grosse acquisition, la marge brute est stable, ok? Oui, je ne cherche pas précisément à dire ok, ça a diminué depuis 2022, non. Ici, je vois une certaine stabilité parce que ce n'est pas une ligne droite généralement. Ok? Quand vous voyez une marge brute étant un peu comme une ligne droite et plate, faites attention. C'est très rare. Ok? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très très rare. Donc ici, la marge brute est assez stable. On recherche avant tout la stabilité. Je vous ai toujours dit qu'on recherche avant tout des entreprises qui sont stables. Pourquoi est-ce qu'on recherche des entreprises qui ont des marges stables, des bénéfices nets stables? Tout simplement parce que quand on veut faire des prévisions dans le futur, quand on veut extrapoler un tout petit peu, il est préférable de le faire avec des entreprises qui ont qui peuvent rapporter de manière stable une certaine somme d'argent par an. D'accord? Tout simplement parce que si on se fie à une entreprise ici qui a des bénéfices nets fluctuants, d'accord? Quand je dis fluctuant, extrêmement fluctuant, par exemple, aujourd'hui on a 1 milliard, demain on aura 200, après-demain 3 milliards,
c'est pas ce qu'on appelle stabilité. Là, il faut normaliser les résultats, d'accord? Parce que ça veut dire qu'on va payer peut-être des PEM moins élevés que ça, d'accord? Donc, on recherche avant tout la stabilité parce que stabilité égale tranquillité d'esprit. On ne veut pas avoir précisément raison, on veut avoir le moins tort possible. Il est également important de regarder dans quelle industrie on se retrouve en date d'aujourd'hui. Finance, ok? Donc, vous allez vous dire, mais comment est-ce que ça peut être une compagnie financière? Bah, techniquement, je dirais pas que c'est pas une compagnie financière dans le type banque ou bien type assurance ici, mais voilà, l'activité qu'elle mène ici aujourd'hui, voilà, elle n'est pas très différente ici d'une compagnie financière, sauf qu'il n'y a pas peut-être le risque de crédit ou bien le risque, tout ce qui concerne ici les investissements, d'accord? Donc les tickets resto ici, c'est qu'on prend de l'argent en amont, voilà, pour pouvoir, voilà, servir nos clients ici, dépendamment ici des dépenses qu'ils vont avoir effectuées. Bon, enfin, en tout cas, je pense que ça concerne également ici le personnel, le bien-être du personnel ou bien des choses comme ça. En tout cas, il faudrait creuser un tout petit peu plus ici. D'accord? Il faudrait creuser un tout petit peu plus ici. Donc ici, comme je dis toujours, quand on regarde ici le secteur financier, il faut faire attention. Quand moi je parle de secteur financier ici, je sais déjà que généralement, pour une compagnie financière, questionnez toujours les free cash flow. D'accord? Parce que ce genre d'entreprise-là, les net income sont plus importants que les net income représentent la véritable rentabilité du business. Parce que je sais qu'on peut jouer avec ces free cash flow-là. D'accord? Je le dis alors qu'il y a des compagnies comme Global Payment. Je vous encourage généralement à aller regarder les free cash flow de cette compagnie-là parce que sur Global Payment, par exemple, l'entreprise déprécie plus qu'elle en a besoin pour la dépense en capital. Et vous pouvez voir ici qu'en tant que concurrent dans les paiements et les transactions, vous retrouvez des entreprises comme Global Payment, Fiserv, Fleetcor. D'accord? Ceux qui savent, d'accord? En tout cas, certains vont reconnaître pourquoi est-ce que je les ai cités. J'ai cité ces entreprises-là. Donc, vous pouvez également les regarder, hein, d'accord? Donc, Fleetcor Technologies fait à peu près la même chose que Edenred, ok? Donc, il faut faire attention quand on parle du secteur financier, d'accord? Il faut aller en profondeur, essayer de regarder ici pourquoi est-ce qu'on la classifie dans le secteur financier? Est-ce qu'il y a un risque de crédit, un peu comme les banques? Est-ce qu'il y a un risque de liquidité, ce genre de choses-là? Est-ce qu'il y a également un risque ici de marché, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on investit l'argent qu'on reçoit de nos clients? Est-ce qu'on reçoit de l'argent en amont, etc. Parce que les free cash flow en question, regardez, qu'est-ce qui différencie? Quand vous regardez les rapports financiers, c'est le document, ça c'est le document financier ici, le 2022, donc attention, il ne prend pas en considération le premier semestre de 2023. Donc c'est juste pour vous montrer à peu près où est-ce qu'on met les free cash flow ici. OK? Donc, voilà, on monte un tout petit peu. Voilà. Donc, ici, nous retrouvons ici au niveau des free cash flow de la compagnie. Donc, on a déjà les revenus, etc. Blablabla. Tant bien, tant mieux. Et je vous ai tout dit, quand vous voyez le petit 4.2, 4.2, 4.2, 4.3, 5.6, les notes, ça là, ça veut dire qu'il faut aller lire. D'accord? Allez à la note 4.2, regardez le chiffre d'affaires opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, ne sous-entendez pas que c'est le chiffre d'affaires du business, parce qu'il faut regarder ici comment est-ce qu'elle reconnaît un revenu. D'accord? Donc, ici, je vais aller regarder la partie de cash flow. Voilà. Tableau de flux de trésorerie. Qu'est-ce que vous constatez? Flux de trésorerie des activités opérationnelles. Donc, operating cash flow, 1 milliard 32 millions. Par rapport à l'année précédente, on était à 632 millions. Pour à peu près, quand vous regardez le même niveau de bénéfice net, qu'est-ce qui a grosso modo changé ici? D'accord? Qu'est-ce qui impacte déjà cette partie-ci? Déjà, on remarque que ce moins 145 millions. D'accord? C'est moins 145 millions, mais quand on vous dit c'est que diminution ou augmentation du besoin en fonds de roulement. Donc ici, le besoin en fonds de roulement a augmenté, note 4.6. Mais il y a un élément qui m'intrigue. Diminution / entre parenthèses augmentation courante des fonds réservés, 4.7. Pourquoi? Ça veut dire quoi fonds réservés? C'est ça qui m'intrigue un tout petit peu. Parce que généralement, la dépense, le free cash flow et le net income sont différents justement, généralement par rapport aux amortissements et à la dépréciation. Ou bien ici aux charges non financières, donc impact non financier ici sur, par exemple, si on déprécie ici les goodwill, par exemple, ou bien les actifs intangibles, au niveau des résultats ici, on aura quelque chose, on aura des résultats nets ici impactés par la dépréciation aussi des actifs intangibles, mais en termes de free cash flow ici, techniquement, c'est une charge non financière, donc aucun cash n'est sorti, ok? Aucun cash n'est sorti. Donc quand on regarde ici, ça généralement fait référence à la dépense en capital. Quand je vois 164 millions,
ici, on a dépensé combien? 151 millions. 127 millions, on a dépensé combien? 114 millions. Donc, généralement, ici, l'amortissement de cette compagnie représente à peu près la dépense en capital qu'elle va avoir à effectuer derrière. Donc, il n'y a pas de raison pour... La raison pour... les free cash flow et les net income doivent généralement aller dans le même sens. Et quand ils ne vont pas dans le même sens, c'est parce qu'il y a un impact au niveau du besoin en fonds de roulement ou bien à ce niveau-ci. Et ça, est-ce que ça fait partie du day-to-day de l'entreprise? Est-ce que ce n'est pas plutôt du cash qu'on récupère en amont, d'accord, par rapport à nos activités futures? Il faut faire très attention. Donc, quand on dit note 4.7, je l'ai lu, hein, je vous dis la vérité, jusqu'à présent, il faut que j'aille creuser un tout petit peu plus par rapport à cette note-là parce qu'elle m'intrigue. Dans la note 4.7, par rapport à ce qu'ils disent, hein, on vous dit ceci. Dites-moi si vous comprenez quelque chose. Les fonds réservés sont représentatifs notamment de la valeur faciale des titres de service en circulation soumis à des réglementations particulières dans certains pays. Donc, je vois ici que la valeur faciale. OK? Donc, valeur faciale ici de quoi? De tickets restaurant. D'accord? D'un ticket restaurant, par exemple, ou bien de l'ensemble des tickets restaurant, ou bien des tickets CESU. Est-ce que c'est ça? Donc, en particulier, ces fonds font l'objet de restrictions dans leur utilisation et ne sont pas fongibles avec la trésorerie du groupe. Donc, on ne peut pas les mélanger avec la trésorerie du groupe. D'accord? Ils restent la propriété d'Edenred et sont investis dans des instruments financiers donnant lieu... Oh, OK. C'est-à-dire que ces fonds-ci restent la propriété d'Edenred et sont investis dans des instruments financiers donnant lieu à rémunération sous contrainte du régulateur local. Les fonds réservés incluent aussi une partie des fonds liés aux clients directs de la filiale PPS au Royaume-Uni. Donc, cette partie-ci, le 4.7, ça pourrait représenter ici des revenus liés à certains investissements. Je dis ça pourrait. Je n'ai pas dit que c'était le cas, mais ça m'intrigue. Donc, ça dit que c'est un revenu qui est peut-être instable. Et quand on dit même, ces fonds-là représentent quelle taille? On vous dit ici qu'on a à peu près quelque chose aux alentours de... Actuellement, au mois de décembre, ici 2022, on était à peu près à 2 milliards 120 millions. OK, 2 milliards 120 millions, voilà à peu près la fluctuation qu'on a eue, la variation qu'on a eue ici. Donc, variation de la période ici, 275 millions. Vous voyez que c'est le même 275 millions qu'on récupère plus tôt ici. Mais cette variation-là est due à quoi? C'est ça mon problème. Cette variation est due à quoi? Parce que si je n'ai pas la réponse à cette question, ça m'intrigue un tout petit peu. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je devrais aller vérifier ici parce que c'est vraiment la partie qui m'intrigue. Et tant que je n'ai pas la réponse ici, moi, je vais toujours me baser sur les bénéfices nets de cette compagnie. Oui, ils vous disent qu'on aura 70% ici de l'EBITDA sera converti en free cash flow. Ok. D'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ça reste ici l'hypothèse, selon le management, ici qu'on pourra avoir des EBITDA supérieurs ici, des free cash flow supérieurs au net income. Donc, je peux prendre les deux hypothèses ici, mais soyez toujours prudents. Une fois qu'il y a une incompréhension ici, par exemple, moi, si Edenred m'intéressait, cette partie-ci m'intrigue assez pour prendre Edenred avec des pincettes. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente clairement. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. D'accord? Je pourrais creuser un tout petit peu plus afin de trouver la réponse exacte ici. Mais ça, déjà, la première chose que je lis ici, c'est que ça m'intrigue énormément. OK? Donc, je le dis toujours parce que quand vous regardez une entreprise ici, chaque entreprise est différente. D'accord? Ici, vous voyez que Edenred est dans le secteur financier. Donc, dans le secteur financier, si vous pouvez vous dire, mais comment c'est dans le secteur financier, mais vous mentionnez ici quand vous dites que, OK, les fonds en question ici sont généralement investis dans des instruments financiers, etc., donnant lieu à rémunération sous contrainte du régulateur local. Donc, on doit alors savoir qu'est-ce que ça veut dire ici. Et encore, est-ce que la variation qu'on a ici, c'est par rapport à la rémunération donc, de ces fonds qui sont réservés ici à des dépenses liées aux tickets restaurants. Donc, ce sont des fonds qui ont déjà été avancés par les clients, donc qui n'ont pas encore été reconnus comme des revenus. Donc, il faut faire très attention ici avec Edenred. OK? Il faut faire attention. D'accord? Donc, elle doit être traitée. C'est normal qu'elle soit traitée comme une compagnie financière. Donc, je vais me baser ici essentiellement sur les net income ici. Finance spécialisée. Ce n'est pas une banque ici. Donc, voilà. Il y a également un certain risque de marché quelque part ici. Et je sais que quand je vais lire les rapports financiers, je vais aller regarder ici la partie concernant les risques. Alors, je le dis également parce que c'est très important de le mentionner, c'est que à partir du 16 du mois de juin, la formation « Comment lire les rapports financiers », lire les rapports, pas les états financiers, donc ici on ne parle pas de comptabilité, c'est vraiment quand je prends un rapport financier, par où je commence, d'accord? Comment lire les rapports financiers? C'est le 16 du mois de juin, oui, celle qui devait être disponible en avril ici, oui, on a un mois de retard à peu près, mais ça va, d'accord? Il y a une bonne raison derrière. Le 16 du mois de juin et ici derrière le 13 du mois de juin. Et toutes ces formations, si ça vient avec quoi? Des masterclass. Il ne suffit
suffit juste pas de dire, OK, comment lire les rapports financiers, on prend des exemples réels. Les exemples réels, vous allez les voir ici, je vais le prendre généralement ici avec une entreprise en particulier. D'accord? Comment analyser les banques, c'est le 13 du mois de juin. Vous voyez qu'à partir de la semaine prochaine. Et après ça, vous avez compagnie d'assurance, les états financiers, compagnie technologique. Les compagnies technologiques, vous ne pouvez pas comparer ici Google à Nvidia ou bien Nvidia ici à une compagnie comme Adobe. C'est de la technologie, certes, mais dans la technologie, il y a technologie et technologie. Il y a technologie qui n'est pas cyclique, il y a technologie qui est cyclique, donc ça dépend. D'accord? Donc, chaque compagnie doit s'analyser d'une certaine façon. C'est pour ça que certaines auront tendance ici à avoir des PER très peu élevés. Les rates, par exemple, vous savez déjà que les bénéfices nets sur les rates, ça ne sert strictement à rien du tout. OK? Je ne dis pas que parce que les rates ici, c'est pas de cette manière-là qu'il faut analyser cette compagnie-là. Et le type de rate qu'on a, le type de contrat qu'on a, parce que certaines rates ici ne facturent pas, vous facturent également la maintenance, de telle sorte que tout le cash qu'ils récupèrent ici n'ont pas besoin de dépenser en maintenance parce que c'est le client, c'est le locataire qui paye la maintenance. Donc, il faut savoir quel type de contrat on a, d'accord? Donc, quel type d'éléments je dois aller voir quand j'analyse une rate. Donc, les compagnies industrielles, comment est-ce que Boeing va se comporter? Est-ce que vous pouvez comparer Boeing ici avec Alstom, même si on est dans le secteur industrie? Boeing, on va dire que c'est à peu près, Boeing est même classé ici dans le secteur de la défense ici, d'accord? Donc, il faut même faire très attention, mais vous pouvez remarquer qu'une compagnie ici paye également avec industrielle, d'accord? Dans le secteur de l'énergie, on a le pétrole, d'accord? On a le charbon, d'accord? On a le gaz également. Est-ce que ça se comporte de la même façon? Les utilities, les télécoms. Quand on met télécom ici, c'est vraiment dans le secteur, c'est vraiment un secteur très particulier également. Donc, le secteur de la santé, médicaments, secteur ici de la vente des, comment on appelle ça? La vente également ici des instruments médicaux. Toutes ces entreprises-là, tous ces secteurs d'activité s'analysent d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. D'accord? Vous pouvez voir ici que le chronogramme est déjà là. Donc, en septembre, on a ceci qui arrive. En août, on a ceci qui arrive. D'accord? Donc, tout ceci, pour les 80 premières personnes, c'est le prix qui est affiché là, plus le service top premium, d'accord? Les deux vont ensemble. Donc, c'est-à-dire que ce que vous allez payer à ces niveaux-ci, n'oubliez pas de mettre un plus par rapport à ceci pour le nombre de places qui est indiqué à ces niveaux-là. Ça, c'était le tout pour la pub ici aujourd'hui. N'oubliez pas également que dans le service top premium, vous avez les analyses sectorielles qu'on a partagées dernièrement. Vous avez reçu le secteur du tabac, vous avez reçu le secteur de la câble distribution, vous avez également reçu le secteur de l'aérospatiale et la défense. En fait, ça sert à quoi? Si moi, aujourd'hui, je vais investir dans le secteur de l'aérospatiale et la défense, vous savez qu'il y a des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et je pense également qu'on a mentionné quelque chose sur Boeing. Vous avez vu que quelques jours après, il y a eu une situation sur Boeing ici qui était déjà, voilà. Je ne dirais pas que c'était prévisible, mais techniquement, on sait que Boeing a à peu près ce genre de problème-là depuis quelques mois. OK, on sait également pourquoi est-ce que ce secteur-là se comporte bien ici aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il s'est mal comporté dans les mois précédents ici, d'accord? Donc, on a également des notes d'analyse à la demande. Donc, c'est-à-dire que quand je fais l'analyse sectorielle ici, généralement, je me base sur la lecture ici des rapports financiers des différentes entreprises, OK? Essentiellement basé sur des entreprises nord-américaines parce que ça me permet de gagner également du temps pour mes propres investissements. Donc, analyse fondamentale ici à la demande, analyse quantitative, comme on est en train de faire précédemment ici. Donc, il ne suffit juste pas d'aller regarder les PER, etc. Il faut également creuser un tout petit peu plus, d'accord? Parce que chaque entreprise ici est différente et chaque mois, je vous présente mon top d'entreprises ici qui, selon moi, les entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées, généralement 2 entreprises par là. Donc, c'est chaque mois. Ainsi que les notes de suivi. Il ne suffit pas de dire qu'OK, Google est sous-évalué et OK, bye. Non. On rentre, on lit et on continue à faire ici le suivi dépendamment des nouveaux rapports financiers. D'accord? C'est important. Donc, n'oubliez pas que cette formation, si vous les prenez de manière individuelle, vous allez voir le prix qui est affiché dessus. Et pour les preneurs dans l'ensemble ici, c'est à peu près le discount est de 80%. Donc, ce prix-ci plus le top premium. OK? Donc, bref, ça c'est terminé ici. Quand on revient sur Edenred. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur cette compagnie-ci? Comment est-ce que je vais l'analyser? On va prendre 2 hypothèses. 2. L'hypothèse selon laquelle le management a raison par rapport à leur free cash flow, etc., sous réserve que nous-mêmes on comprenne qu'est-ce qui est inclus dans la note 4.7 précisément. OK? Et si on ne comprend pas, restez sur les net income. Il n'y a pas... Au pire des cas, vous aurez tendance à sous-payer pour la compagnie. Vous avez vu la dernière analyse qu'on avait fait ici, on s'est dit qu'OK, à 52, c'était assez correct ici. Même si on sait que les free cash flows sont plus élevés que ça, mais ces free cash flows-là, tant qu'ils ne sont pas vérifiés ici, nous ne sommes pas à l'aise ici à les prendre. D'accord? Il faut faire attention. Donc, pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce que, regardez, quand je vais prendre ici les free cash flows, sur ce logiciel-ci, free cash flow, net income. D'accord? Free cash flow et net income ici auront tendance à aller dans le même sens, mais les free cash flow sont plus élevés que les net income. D'accord? On aime ça. Généralement, on aime ça. Mais comme on sait que c'est une compagnie financière et qu'on a un tout petit peu vérifié les free cash flow et qu'on est un tout petit peu, et qu'on n'est pas à l'aise avec ces free cash flow-là, d'accord? Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on appelle ici fonds réservés. Ça représente quoi? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on les marque comme ça? D'accord?
nous ne sommes pas à l'aise à l'utiliser. Mais on va néanmoins faire une hypothèse avec ceci, avec ces fonds-là. D'accord? Donc, l'hypothèse est la suivante. OK? Nous sommes dans ce business-là, on attend à peu près une certaine croissance des revenus. D'accord? Donc, les revenus ici on s'attend à une certaine croissance, c'est bien. C'était une compagnie en croissance, etc. Donc, moi, je n'aime pas extrapoler la croissance. J'aime acheter une compagnie de croissance sans prendre en considération la croissance ici. D'accord? Donc, à un prix qui ne prend pas en considération la croissance. Les marges ici auront tendance à être aux alentours de 20% ici. OK. Première hypothèse. Disons que le business, les analystes ont raison. On l'avait vérifié la dernière fois ici. C'est un business un tout petit peu prévisible. OK? Par rapport au bénéfice net ici, attendu en 2025, c'est 688 millions. C'est une compagnie qui n'a pas réellement de dette nette. On va se dire la vérité. Bon, sans doute ça va augmenter en 2023 ici, mais on peut mettre ça de côté, d'accord? Parce qu'on peut repayer ici à la dette nette ici avec les bénéfices nets, d'accord? Donc, 688 millions divisé par la capitalisation boursière actuelle, 15 milliards 175 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je l'achète, si elle me reverse 688 au prix actuel, et que, si je l'achète au prix actuel, à la capitalisation boursière actuelle, j'achète toute l'entreprise, et qu'elle me reverse à peu près 688 millions chaque année, j'aurai un rendement de 4,53%. Est-ce que c'est intéressant pour vous? C'est à vous d'y répondre. Personnellement, ce n'est pas intéressant pour moi. OK? Moi, je cherche quelque chose qui se rapproche ici au niveau du 10%. D'accord? Donc, maintenant, ici, pour la partie concernant les free cash flow, c'est simple. Le management ici s'attend à peu près à ce que les EBITDA représentent à peu près, que les free cash flow représentent à peu près 70% de l'EBITDA. Vous pouvez le prendre ici, vous allez voir que vous allez trouver 926 millions et poussière, j'avais pris à ces niveaux-ci. Mais voilà, on va se baser sur ce que Zone Bourse a pris, d'accord, toujours avec des pincettes. 1 milliard ici, et vous voyez, je ne vais pas aller prendre les PER, etc. Non, je vais juste poser l'équation ici, selon laquelle, si j'achète cette compagnie ici en date d'aujourd'hui et qu'elle me reverse 1 milliard chaque année, d'accord, quel est le rendement que je vais obtenir. Et par rapport à ça, on se base, on regarde à peu près ce que le marché peut proposer dans le même secteur d'activité et on essaye de prendre la décision qui s'impose. Donc, 15 milliards, 175 millions ici, d'accord, donc j'arrondis toujours. Ça donne ici à peu près combien? Un rendement de 6,58%. OK? Donc, 4% et 4,53% ici en prenant en considération les bénéfices nets de 2025 et 6,58% en prenant en considération les free cash flow de 2025. OK? Moi, je vous ai dit que personnellement, je suis à l'aise uniquement en prenant en considération les bénéfices nets. Donc, pour moi, je dirais que le prix actuel est à un niveau assez correct pour moi. Donc, je dirais même qu'on est légèrement trop élevé à mon goût. On est légèrement élevé à mon goût. Donc, je préfère rester sur les lignes de côté. Maintenant, celui qui voudrait acheter du Edenred en date d'aujourd'hui, tu dis que les free cash flow, moi j'y crois, etc. Voilà. Tant mieux pour vous. Vous ne surpayez pas non plus parce qu'on est resté à un rendement de 6,58%. Donc, ça va vraiment dépendre ici de votre compréhension profonde de la compagnie. Parce que on a uniquement des chiffres ici. Il faut faire parler ces chiffres-là. Vous avez vu ici, il y a des éléments qui sont un tout petit peu intrigants. Je ne suis pas là pour vous faire peur par rapport à Edenred. Ça reste une entreprise assez intéressante. Je prends également le temps ici de faire le tour sur cette compagnie-ci. D'accord? Parce que c'est généralement qu'on va se limiter aux éléments comme aux éléments financiers ici qui sont déjà très importants. Mais généralement, il faut aller plus loin que ça, questionner même ce qui est derrière, ce qu'on a derrière ces résultats financiers-là. Donc, vous avez vu ici que quand on pose la question de savoir pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les net income, on a une certaine réponse. Donc, maintenant, est-ce qu'elle verse un dividende ici? Oui, un dividende de 1,27$. Le dividende ici, il est safe. Il n'y a pas de discussion même par rapport à ça. Il y a de fortes chances qu'il continue à l'augmenter, le verser, etc. Je ne sais pas quel est le rendement en date d'aujourd'hui, mais voilà, il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter. De toutes les façons, si vous l'achetez en se basant sur les bénéfices nets ici de 2025, bien sûr, donc on a déjà mis une certaine croissance, c'est du 4% à peu près de rendement. Si vous l'achetez ici, donc ça veut dire qu'on peut reverser jusqu'à 4% de dividende ici. OK? Si vous l'achetez ici avec en vous basant sur les free cash flow en date d'aujourd'hui, on serait à peu près à du 6,48% de rendement. Donc l'un ou l'autre ici, moi je dirais que la compagnie ici est correctement évaluée. D'accord? Soyons gentils, on va le mettre comme ça. OK? Donc, maintenant, si je l'achète, c'est parce que je pense qu'on aura une croissance au-delà de 2025. D'accord? Maintenant, pour avoir à peu près l'idée générale par rapport à la croissance au-delà de 2025, il faut avoir la taille du marché, les compétiteurs. Si on me dit maintenant que cette compagnie-ci est sur un marché, disons, de 20 milliards et qu'elle se focalise ici sur l'Europe, l'Europe à elle seule représente à peu près un marché, disons, de 6 milliards. On peut se dire qu'actuellement, Edenred possède à peu près sur ce marché de 6 milliards-là, Edenred a peut-être 30% de ce marché-là. Et si on vous dit maintenant que sur ce marché de 6 milliards-là, Edenred est leader, mais également Edenred, derrière, les compétiteurs ici sont tout petits, donc c'est-à-dire qu'il y a une consolidation à faire et Edenred ici également a le potentiel d'aller aux États-Unis. Je dis ça, c'est en termes de si. Donc c'est la façon, c'est pour vous aider à pouvoir, pour vous aider à peu près à pouvoir apprécier la croissance future ici. Il faut regarder la taille du marché.
OK? Donc, on pourrait se dire ici que si on est sur un marché à peu près de cette taille-là, Edenred pourrait avoir un tout petit peu de croissance dans le futur, peut-être qu'au-delà de 2025. Au-delà de 2025, est-ce que ce marché-là lui-même continue à croître? OK? Donc, on va se limiter là. D'accord? J'ai trop parlé aujourd'hui. Je voulais faire l'exemple ici par rapport à Edenred. OK? Donc, ça reste une belle entreprise. Moi, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. D'accord? Donc, le prix précédent ici, voilà. Comme je l'avais dit tantôt, moi, cette compagnie-ci m'aurait intéressé aux alentours d'une quarantaine d'euros par là. OK? Je ne dis pas que ça vaut 40 euros. Non. C'est-à-dire qu'il faut toujours se garder une marge il faut toujours se garder ici une marge de sécurité. C'est très important. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter est dans la description. Vous avez ces deux liens-là dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que les places par rapport au Top Premium, c'est uniquement jusqu'au 22 du mois de juin 2023. Donc, on se dit à bientôt, d'accord? Dites-moi ce que vous pensez par rapport à Edenred ici. Si vous avez du Edenred ici, mentionnez-le moi également. Et n'oubliez pas de me dire à peu près si vous avez une idée par rapport à tout ce qui concerne ici les fonds de réserve. Ici, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça implique, d'accord? Parce que ici, j'ai jeté un coup d'œil rapide sur Edenred, bien sûr, évidemment. Je ne vais pas lire tous les rapports financiers ici. Mais voilà, ça me permet déjà de poser des bonnes questions, ok? Donc, ça veut dire que Edenred m'intrigue assez, ok? Je sais qu'au pire des cas, si c'est vraiment le 1 milliard, le prix actuel, je ne surpaye juste pas et je pourrais bénéficier de la croissance future. OK? Si on augmente le dividende, si on rachète des actions, etc. On n'a même pas vérifié le rachat d'actions ici. On peut également voir ici, est-ce qu'elle rachète ses actions? Oui ou non? On voit ici qu'elle émet des actions et ça, je n'aime pas. D'accord? Je n'aime pas ça. OK? Mais bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.